Bonsoir, cher médecin. Je suis Fatem Saranassaf. Je suis Medical Science Liaison au sein de laboratoire Abbott. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre intérêt à la session d'aujourd'hui sur la session qui concerne le dépistage et l'échographie obstétricale de dépistage du deuxième et troisième trimestre dans le cadre de cette formation organisée par le laboratoire Abbott qui est le masterclass échographie. Donc voilà, avant de céder la parole à Dr Achibat Abdoutef, qui est un omnipraticien échographiste à Casablanca. Donc, je voudrais vous préciser que vous pouvez poser vos questions dans la rubrique de chat ou bien de questions-réponses qui se trouve en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qui vous intéressent. On prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Docteur Achibat, merci pour votre disponibilité aujourd'hui. Bon Ramadan à vous et à tous les participants. Et je vous cède la parole pour commencer votre présentation. Merci, Madame Fatem Saranassaf. Et à mon tour, je souhaite un bon Ramadan à tous les participants. Et je tiens absolument à remercier les laboratoires Abbott pour leur soutien à la formation médicale continue. Et je remercie tous les gens qui sont associés à nous pour suivre en direct ce webinaire. Alors donc on m'a demandé de parler de l'échographie obstétricale du dépistage du deuxième et troisième trimestre et je voudrais bien parler des coupes essentielles. Comme vous savez, c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet un petit peu difficile, il faut l'avouer, mais ça n'empêche que lorsqu'on s'intéresse à quelque chose et lorsqu'on cherche et on travaille sur la question, et surtout avec la pratique, on peut évoluer. C'est pour vous dire que tous ensemble, on peut évoluer et faire du bon travail, mais à condition de lire et pratiquer. Les étapes, quelles sont les étapes préalables à l'examen? Dans un premier temps, il faut évaluer la vitalité rétale, et cette évaluation se fait avec des courbes de croissance, et surtout avec la biométrie. C'est cette biométrie qui va nous permettre de suivre ce bébé et évaluer sa croissance, qui est un bon indicateur de la bonne santé du bébé. Bien sûr, il faut dénombrer le nombre de fœtus. Donc, est-ce que c'est une grossesse monofœtale ou gémellaire, voire triple? Donc, il faut absolument, dans un premier temps, bien examiner et essayer de compter tous les fœtus qui sont là. Et bien entendu, la première des choses, une fois nous sommes devant une grossesse, c'est de déterminer la position du bébé, c'est-à-dire de déterminer la latéralité et bien entendu le situs. Là, comme vous voyez, c'est un fœtus qui a la tête en bas, le siège en haut, le dos est à gauche, et bien entendu, si la tête est en bas, le rachis est à gauche, comme vous voyez là, alors la gauche du fœtus va se situer en bas de l'écran, comme vous allez voir ici. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Bon, comment faire? En fait, pour déterminer le situs, c'est-à-dire déterminer la latéralité du fœtus qui constitue quelque chose de très important avant de commencer n'importe quelle échographie, je vais me mettre à la position de fœtus. Voilà, la tête, elle est en bas, le dos à gauche, donc tout ce qui est en bas, c'est la gauche. Voilà, je m'imagine à la place de fœtus. Et bien entendu, tout ce qui est en bas de l'écran va être, voilà, la gauche est en bas, c'est-à-dire que l'estomac est en bas, le cœur est en bas de l'écran. Et tout ce qui est vers la sonde, là, en avant, c'est la droite du bébé. Là, juste montrer une vidéo, regardez, je vais arrêter exprès, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais commenter cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai prise dans mon cabinet. Voilà, le rachis, elle est là, c'est une coupe axiale, c'est une coupe comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez la flèche? C'est une coupe comme ça au niveau du thorax, c'est une coupe axiale. Le rachis qui est là, qui est coupé en transe, donc il est à gauche. Déjà, j'ai repéré ma tête qui était en bas.
Et donc, tout ce qui est vers le haut, là, c'est la droite, et tout ce qui est en bas, c'est la gauche. Là, on voit l'aorte, et là, on voit le cœur, on voit les 4 cavités, et voilà, l'axe du cœur est vers le bas. Et de part et d'autre, on voit les poumons. Donc, regardez, voilà, le rachis, il est là, on voit les 2 poumons, et là, c'est la droite, et là, c'est bien la gauche. Et voilà, je vais défiler encore une fois cette vidéo, et je vais arrêter cette vidéo, pour essayer un peu de comprendre. Voilà, donc le cœur est dévié à gauche, il est en bas de l'écran. Regardez, à un certain moment, on va voir l'estomac, et là, c'est la coupe des 3 vaisseaux, on voit même le thymus en avant. Je continue, voilà. Je descends à l'abdomen, et regardez l'estomac qui était là. Bien. Donc, ça, c'est la première étape. Quels sont les éléments de biométrie recommandés au 2e et 3e trimestre? C'est ces éléments de biométrie qui vont nous permettre d'évaluer la croissance. Alors, pour les éléments de biométrie, nous avons le BIP, et on va voir qu'est-ce que c'est, bon, quels sont les critères de qualité du BIP, quelle est la coupe qu'il faut faire pour avoir un bon BIP. Il y a le périmètre crânien, le diamètre abdominal et la mesure de la diaphyse fémorale. Donc c'est ces 4 éléments qui vont nous permettre d'évaluer la croissance sur des courbes de croissance. Et tous ces paramètres-là, ils sont chiffrés en millimètres, que ce soit le diamètre bipariétal, là, ou bien le périmètre crânien, là, le diamètre abdominal, et puis le fémur. La diaphyse fémorale, exactement. On ne prend pas les épiphyses. Maintenant, on va voir les critères de qualité et quelles sont les coupes optimales pour avoir ces éléments-là. Alors, et je commence par le diamètre bipariétal et le périmètre crânien. Alors, pour faire une bonne coupe du BIP, il faut passer par le plus grand axe. Et là, c'est une coupe axiale, plutôt c'est une coupe transversale, oui, axiale, qui est un peu oblique de bas en arrière, comme ça, vous avez le cervelet, et on descend comme ça. Et cette coupe, elle doit passer obligatoirement par la cavité de septum pellucidum, c'est-à-dire cette cavité-là, que vous voyez là. Là, on voit la ligne médiane, on voit les contours de crâne, on voit même les sutures, et puis, sur cette coupe, c'est de ce côté, l'avant, là c'est l'arrière, on voit cette cavité qu'on appelle le septum pellucidum. Et c'est autour de cette cavité qu'on pivote un petit peu à de faibles degrés pour retrouver les autres coupes, en particulier celle de cervelet. Alors, pour le BIP, il faut avoir la ligne médiane, bien sûr, ça doit être strict. Et puis, il faut avoir cette cavité qu'on appelle le septum pellucidum. Donc, c'est un repère antérieur. Et en arrière, il y a ce triangle-là que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle la fossette ambiante. Le cervelet ne doit pas figurer ici, en aucun cas. Sinon, ce n'est pas un BIP. Et après, on va faire les mesures nécessaires qu'on va voir par la suite. Donc, on retient tous 2 repères très importants. 2 repères cardinaux, le septum pellucidum en avant et la fossette ambiante. Donc, il faut s'efforcer à avoir ces 2 éléments. Bien sûr, tout en ayant une coupe symétrique de part et d'autre de la ligne médiane. C'est-à-dire la distance de là jusqu'à ici et de là jusque là doit être symétrique.
Là, on voit les deux thalamies. Et sur la ligne médiane, on voit un petit trou là. C'est cette petite cavité virtuelle, c'est le troisième ventricule. Donc, il y a une nécessité absolue d'un plan de coupe correct. D'une part, il faut un plan symétrique, comme vous avez vu. Il faut voir les deux thalamies. Il faut voir le septum pellicidum, c'est exactement la cavité, le carum du septum pellicidum. Et le cervelet, il ne faut pas le voir. Il doit être non visible, sinon la coupe n'est pas correcte. Après, on va voir comment positionner les calipers. Et un autre élément, il faut zoomer, il faut que le cliché, il doit occuper au moins la moitié de l'écran. Ça, c'est les critères de qualité. Alors, voilà une coupe du BIP. Et comme vous voyez, il y a cette ligne médiane. Et regardez le septum pellicidum, donc l'avant est de ce côté. Nous avons la ligne médiane. Et là, vous voyez les deux thalamies. Et la coupe est bien symétrique. Et là, ce trio que vous voyez là, c'est la fossette ambiante, on ne voit pas de cervelet. Là, c'est la vallésébienne. Donc, la coupe est correcte et banquée. Alors, il reste à positionner les calipers. Alors, ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Si on veut mesurer le BIP, alors il y a des coupes de référence. Si on veut mesurer le périmètre crânien, dans ce cas, on va positionner les calipers, comme vous voyez là, à l'extérieur. Donc, il y a placement des curseurs qui doit se faire en externe, c'est-à-dire entre l'os et le liquide amniotique qu'on voit ici. D'accord? Donc, cette interface, donc carrément à l'extérieur de la boîte crânienne. Et après, on prend et on doit faire attention, surtout à ces zones tangentielles, il faut les prendre également. Et après, il y a la mesure qui va s'afficher. D'accord? Donc, l'ellipse doit être placée à l'extérieur. Par contre, pour le BIP, je ne sais pas, je vais voir revenir au BIP là. Oui, pardon. Pour le BIP, alors, on va positionner les curseurs en fonction de la courbe de référence qu'on utilise. En général, la CLIOF recommande les décisions du collège de l'échographie fœtale et qui recommande de mettre de toutes les courbes qui ont été faites, ça a été fait milieu de la table, Par contre, il y a d'autres courbes de référence et ces courbes qui utilisent le positionnement des calipers à l'extérieur et à l'extérieur. Donc, en fonction de la courbe que vous utilisez, donc vous allez bien sûr se référer à cette courbe pour pour avoir la mesure et bien sûr l'interprétation qu'il faut. Mais la CLIOF, je rappelle, elle recommande les courbes de croissance, les courbes de croissance qui étaient faites par le collège d'échographie fœtale. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de regarder sur cette coupe-là? Alors, regardez quoi? Alors, on va regarder sur cette coupe les contours de crâne. Donc, on va voir est-ce qu'ils sont bien régulés, est-ce qu'il n'y a pas d'irrégularité, est-ce qu'il n'y a pas de bosse. D'accord? Donc, les contours de crâne, est-ce qu'il y a un aspect incitrant? Donc, il faut donc suivre ces contours et évaluer leur intégrité et voir aussi les sutures donc il faut les étudier dans leur ensemble.
On nous demande aussi de voir l'aspect des ventricules latéraux. On ne demande pas de mesurer le diamètre, mais si l'aspect est inhabituel, on doit le mesurer. Ça dépasse 1 cm, et on doit les mesurer. Il y a des critères pour les mesurer. On nous demande aussi de voir l'aspect de la ligne médiane. Donc, surtout cette ligne médiane, il faut bien l'étudier, il faut bien la suivre. Déjà, on a vu que la ligne médiane doit être absolument bien étudiée au premier trimestre. Et il faut bien la suivre pour ne pas passer à côté d'une discontinuité de cette ligne médiane. Et cette discontinuité peut, bien sûr, révéler une holoprosencéphalie où le diagnostic doit être fait au premier trimestre. Sinon, il faut bien suivre cette ligne médiane pour voir cette cavité de septum péllucidum. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il est anormal? Est-ce qu'elle est déformée? Ainsi de suite. Est-ce qu'elle est déplacée? Tout ça est très important parce que cette cavité est en rapport surtout avec le corps calleux, bien que à elle seule ne juge pas à 100% le corps calleux, mais déjà ça nous oriente éventuellement vers une pathologie dans ce sens. Et bien sûr, c'est la coupe sagittale qu'il faut faire et qui n'est pas recommandée dans les coupes essentielles, mais toujours est-il, il faut compléter par un profil et voir si c'est possible ce corps calleux s'il y a une anomalie. Et bien sûr, il faut vérifier, bien sûr, donc j'ai dit qu'il faut vérifier la présence de septum péllucidum, et la ligne médiane, c'est tout ce qui est discontinuité ou le prosencéphalie, etc. D'accord? Bien, donc je passe au BIP. Comme je disais tout à l'heure que la mesure du BIP se fait bien sûr avec des curseurs qu'il faut savoir bien positionner, et il faut les positionner en fonction des courbes de référence, et c'est milieu pour les courbes de CFEF, d'accord, qui sont recommandées par la CLIOF en juillet 2016. S'il y a une autre référence, par exemple Intergrowth 21, dans ce cas, bien sûr, c'est des calipers externes, mais il faut appeler les ingénieurs d'application pour introduire ces réglages dans la machine pour les utiliser. C'est bon? Alors, quels sont les niveaux de coupe pour le BIP et le PC? Alors que vous voyez là, c'est une coupe qui passe par les lignes médianes. On voit le septum péllucidum, donc là c'est le complexe antérieur. Là, la ligne médiane, vous voyez le troisième ventricule, c'est ce petit trou-là qu'on coupe en trans. De part et d'autre, vous voyez les deux thalamies, ça c'est la fossette ambiante, donc là c'est tout ce qui est postérieur. Et on ne voit pas de cervelet, donc on est sur un bon plan de coupe du BIP. Et ça correspond exactement à ce niveau-là que vous voyez là. Par contre, si on descend un petit peu en bas, on peut constater que ce septum péllucidum que vous voyez là, regardez à ce niveau, il est traversé par une autre ligne, donc on n'est pas au niveau de septum péllucidum, mais un petit peu en bas, c'est-à-dire au niveau du pilier du fornix. Là, ce n'est pas un BIP correct, mais on peut trouver les mesures du BIP plus ou moins presque les mêmes, un petit peu, petite modification, mais la vraie coupe qui est recommandée, c'est ça. Là, c'est une coupe qui passe par le fornix, ou bien le trigone, comme vous voulez. Donc, la bonne coupe, c'est repérer dans un premier temps le septum péllucidum, voilà, regardez son aspect carré, et pas traversé par là, donc on est à un niveau ici, là, d'accord? Et après, on fait une angulation, après, vers le haut, retrouver cette fossette ambiante. Par contre, si
on angule vers c'est-à-dire vers le bas, on va rencontrer le cervelet et là, on n'est pas sur une bonne coupe de bip. Là, juste pour montrer une coupe qui passe par le cervelet, et là, c'est pas un plan de bip, mais on voit toujours cette cavité du septum pellucidum qui doit être, c'est un pivot, il faut le dire. Là, c'est le complexe dentaire, c'est un pivot. Et c'est là, on pivote à 15 degrés vers le bas pour retrouver le cervelet. Les deux hémisphères, le vernis au milieu, et là, à l'arrière, c'est la citerne rétro-cérébelleuse qu'on voit là, cette image-là, c'est cet espace anéchogène qu'on peut mesurer s'il est inhabituel, mais en général inférieur à 1 cm. Mais en dessous de cette valeur, on ne mesure pas, à moins pour les gens qui désirent mesurer. Ce plan de coupe, c'est un plan cavo-cérébelleux, donc cavité du septum pellucidum cervelleux. Là, si on prend cette mesure de là jusqu'à, ce n'est pas une mesure de bip, c'est une mesure erronée. Cette coupe, elle est demandée dans le cahier de charge de la CLIOF de 2016. Maintenant, on va voir le périmètre abdominal. Le périmètre abdominal, et on va voir rapidement les repères cardinaux. Bien sûr, toujours, il y a des repères qu'il faut chercher pour avoir le plan de coupe correct. Alors, donc, c'est une coupe axiale, comme vous voyez là. Coupe axiale. Donc, il y a deux repères importants. Il y a d'une part, bien sûr, il y a le rachis là. Bon, c'est pas un bon rachis, on le coupe axial toujours là, qui est à gauche là, qu'on voit ici à gauche. Vous avez ici la surrénale, donc la surrénale est un repère cardinal. Et après, il y a le sinus porte. Et exactement le sinus porte. Et non pas la veine ombilicale. La veine ombilicale, c'est un petit peu en bas. Donc, le sinus porte et la glande surrénale, ou bien les piliers de diaphragme. L'estomac, souvent on le trouve, là, il est en bas de l'écran, mais les repères recommandés, et les cardinaux, c'est la surrénale et le sinus porte. Bien sûr, l'estomac, souvent, il est là. Mais s'il est vide, on risque de ne pas le voir. Donc, c'est ces repères qui nous permettent de déterminer la bonne coupe ou bien la coupe correcte du périmètre abdominal. Après, il y a bien sûr comment il y a une question qui va se poser, comment faire la bonne mesure. Mais dans tous les cas, dans cette coupe axiale du périmètre abdominal, il ne faut pas voir les reins. Donc, il ne faut pas voir les reins et non plus les champs pulmonaires. S'il y a des reins, c'est une coupe qui n'est pas correcte, et s'il y a des champs pulmonaires aussi, c'est pas la bonne coupe. Je pense au début du topo, j'ai parlé de diamètre, je me suis trompé, je parlais du diamètre abdominal, mais en fait, je voulais parler du périmètre abdominal et non pas du diamètre abdominal, parce qu'on ne parle plus du diamètre abdominal aujourd'hui, c'est plutôt la mesure du périmètre abdominal. Là, c'est juste pour montrer une coupe qui va nous montrer le périmètre abdominal, et on voit le rachis, la surrénale, le sinus, et puis l'estomac. Là, on voit les côtes. Et il faut poser les curseurs à l'extérieur, carrément à l'extérieur, y compris le tissu cutané ou sous-cutané. Voilà comment positionner les curseurs. Il faut les positionner à l'extérieur. Donc, c'est un positionnement externe, donc il faut placer les calipers en externe, y compris l'épaisseur cutanée
et même sous-cutanée. Attention, on voit ici la côte. Il y a un risque de prendre la côte par erreur. Alors qu'il y a entre la côte et l'interface avec les liquides amniotiques là, il y a du tissu sous-cutané, c'est du tissu graisseux, il y a même la peau. Il faut prendre toute cette mesure, il faut prendre l'extérieur et il faut prendre une bonne coupe axiale tout en respectant les bons critères, c'est-à-dire le sinus portal, la présence d'un sinus portal et la glande surrénale. Maintenant, on va voir le quatrième paramètre, c'est le fémur. En fait, c'est pas le fémur qu'on mesure, c'est plutôt la diaphyse fémorale. On ne prend pas les épiphyses. Et pour avoir la diaphyse, il faut être orthogonal, il faut aborder le fémur de façon antérieure. Donc il faut un abord orthogonal antérieur du fémur pour avoir la diaphyse. Et de préférence, il faut que ces rayons, ces ultrasons génèrent un condom qui va nous un condom postérieur qui va nous aider à mesurer, à délimiter les limites entre la diaphyse et l'épiphyse. Donc, on mesure la diaphyse, on ne prend pas les épiphyses, sinon la mesurer est incorrecte. Il faut absolument faire la mesure sur un fémur rectiligne, horizontal. Donc, s'il y a une tâche à faire, c'est d'abord horizontaliser ce fémur par des mouvements de sonde. Il y a toutes des techniques pour arriver à horizontaliser ce fémur. Une fois horizontalisé, on prend la mesure du fémur proximal, c'est-à-dire le fémur qui est près de la sonde, et non pas le fémur distal, qui souvent paraît incurvé. Donc, s'il y a une note importante à retenir, c'est de ne pas prendre les épiphyses. Là, un fémur pris horizontalement. Là, vous voyez que les curseurs sont posés à l'interface entre la diaphyse et l'épiphyse. L'épiphyse, elle est là. L'autre épiphyse, elle est là. Et on mesure juste la diaphyse. Bien. Voilà. Comme vous voyez, le fémur est bien horizontal et on a mesuré ce fémur, cette diaphyse fémorale qui est proximale, c'est-à-dire proche de la sonde. Il y a une autre diaphyse là, qu'il ne faut pas, qui est là, et ce n'est pas la bonne diaphyse à prendre. Là, voilà, regardez, là c'est la diaphyse distale. Là, juste un bout de la diaphyse proximale, mais là, on voit cette diaphyse distale, et que vous voyez, elle est déjà inclinée, ce qui n'est pas bon. On voit même un bout de là, donc il y a de l'épiphyse, là. Et par conséquent, si on prend cette mesure, donc on aura une mesure fausse. Donc, ne pas prendre le fémur proximal. Pardon, pas prendre plutôt le fémur distal. Il faut prendre toujours le fémur proximal, c'est-à-dire celui qui est proche. Là, il y a une erreur. Le poids fœtal. Alors, le poids fœtal, le calcul du poids fœtal est réalisé selon la formule de Hadlock que vous connaissez, et cette formule se fait avec les trois paramètres, à savoir le périmètre crânien, le périmètre abdominal et la longueur fœtale. Et tous ces paramètres, avec l'application Hadlock qui est introduite dans les machines, nous donne le poids, et le poids doit être exprimé en grammes, avec, bien sûr, toujours, même si vous trouvez le poids,
estimer, il faut toujours ajouter la marge d'erreur de 10%. Maintenant, on va voir, bon, on a vu ces éléments biométriques qui nous permettent d'évaluer la croissance et on a vu quelles sont les différentes coupes et comment les prendre et quels étaient les repères qu'il faut utiliser pour avoir les plans de coupe corrects. Maintenant, on va voir le contenu de l'examen. Alors, pour le contenu de l'examen, on nous demande bien sûr de dénombrer le nombre de fœtus, les fœtus. Il faut évaluer, il faut parler de la mobilité spontanée, l'activité cardiaque, la chiffrer s'il paraît inhabituel, tout en sachant que l'activité normale c'est entre 130 et 170. Le diamètre, il va faire la mesure du diamètre du période exprimé en millimètres, on l'a dit, le périmètre céphalique, périmètre abdominal, longueur fémorale toujours en millimètres, l'estimation du poids fœtal avec la formule d'Harlow qui utilise 3 paramètres, à savoir le périmètre crânien, périmètre abdominal et longueur fémorale, sans oublier la marge d'erreur de 10%. Après, donc, on va regarder la boîte crânienne et on doit parler de l'aspect de contour de la boîte crânienne, est-ce qu'il est habituel ou bien inhabituel, l'aspect des ventricules latéraux, l'aspect de la ligne médiane, présence et la forme du cavum pellucidum et l'aspect de la fosse postérieure, c'est-à-dire la fosse postérieure là où il y a le cervelet, le vermix et la citère rétrocérébelleuse. Après, juste après, on va voir au niveau des lèvres, on doit regarder la continuité, regarder la lèvre supérieure, donc voir s'il est continu, est-ce qu'il n'y a pas de discontinuité à son niveau. Le profil fœtal, c'est subjectif, mais en général, lorsqu'on prend les deux globes oculaires, on pivote à 90 degrés, donc on voit ce profil fœtal et c'est très important, très intéressant pour étudier la face, pour chercher est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce que des anomalies au niveau de l'os propre de nez, ou bien est-ce qu'il y a des courbures anormales, mais ça reste subjectif et ce profil n'est pas obligatoire pour les clichés essentiels dans le cadre du dépistage du deuxième trimestre. On nous demande de regarder l'aspect du poumon, donc les deux poumons, la position du cœur, l'aspect des cavités cardiaques, l'équilibre des cavités, on va voir tout ça, et l'aspect des gros vaisseaux. Donc regardez, le corps occupe une bonne partie. Déjà, il faut connaître la position, voir est-ce qu'il est bien positionné, est-ce qu'il occupe est-ce qu'il dans une bonne partie dans le cœur, etc. L'aspect des cavités, donc il faut connaître la morphologie cardiaque, il faut voir l'équilibre des cavités et non seulement voir les cavités, mais aussi l'aspect des gros vaisseaux, à savoir l'aorte et l'artère pulmonaire. On nous demande également de regarder la position et l'aspect de l'estomac, l'aspect des anses intestinales, l'aspect de la paroi abdominale antérieure, et je rappelle encore une fois que la paroi abdominale antérieure doit être étudiée au premier trimestre pour chercher des anomalies, et surtout l'ulaparosclésis ou l'emphamocèle. La position de la vessie également doit être recherchée. La position et l'aspect des reins. Le rachis aussi, on doit le suivre et voir son aspect et voir est-ce qu'il est normal, est-ce que son aspect est normal, c'est-à-dire suivre le revêtement cutané, les arcs postérieurs et l'arc des corps vertébraux.
et voir s'il y a une éventuelle discontinuité au niveau du revêtement cutané ou bien au niveau des lames postérieures. Après, bien sûr, comme au premier trimestre, il faut encore une fois vérifier la présence des 4 membres et les 3 segments de chaque membre. Pour le liquide amniotique, on fait une évaluation subjective. Et si on casse cet annexé, on peut prendre la grande citerne ou bien l'index amniotique pour donner une évaluation. Le placenta est également étudié, donc on doit parler de l'aspect du placenta, et s'il est anormal, s'il est bas situé, donc il faut le signaler. Bien, donc ça c'est pour les items. Maintenant, on va parler de la morphologie et des coupes essentielles. Et je rappelle que par le mot aspect, on entend que l'opérateur a examiné une structure ou un organe. Dans le compte rendu, une mention de type structure d'aspect habituel signifie que cette structure a été vue et a paru normale à l'examinateur. Cela n'élimine pas qu'on peut avoir parfois dans le dépistage des faux positifs et des faux négatifs. Mais en général, lorsqu'on a un aspect habituel, souvent on a un état de santé du fœtus à la naissance souvent normal. Bien, maintenant on va parler des clichés à fournir au deuxième trimestre, c'est-à-dire le cahier de charge du deuxième trimestre. Quels sont les clichés qu'il faut prendre au deuxième trimestre? Alors, la CNIOF, donc la CNIOF en juillet 2016 il a recommandé de prendre 13 clichés. Donc, le compte rendu doit comprendre 13 clichés. 13 clichés. Et ces clichés, les voici. Il y a le cliché du BIP, le cliché du périmètre crânien. On peut associer les deux sur la même cliché, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a deux mesures. Là, c'est le cliché qui montre la fosse postérieure, c'est-à-dire le cervelet et la citerne rétrocérébelleuse. Donc c'est une coupe qui passe par le cervelet. Et puis la 4e coupe au niveau du pôle céphalique, c'est la coupe nez-bouche. Et surtout, on vérifie la continuité de la lèvre supérieure. Au niveau thoracique, il faut voir donc les 4 cavités avec l'orientation, le positionnement, la position du cœur. Vous voyez là, le cœur est dévié avec un angle à 45, plus ou moins 15 degrés. Et que vous voyez là le 1/3 et les 2 niveaux, et les 2/3, ils sont à gauche. Là, sur cette coupe, c'est une coupe qui passe par le plus grand axe vasculaire, à savoir l'aorte. Donc, c'est la coupe VGA. Et là, c'est la coupe qui passe par l'artère pulmonaire. Et on voit cette coupe, donc cette aorte, plutôt cette artère pulmonaire qui va bifurquer là, en fait, il trifurque, mais sur cette coupe, sur la coupe axiale, on ne peut voir que 2. Donc il y a cette bifurcation, donc c'est ce vaisseau qui va bifurquer rapidement, et là on voit l'aorte. Vous voyez là, c'est une direction antéro-postérieure. Là, on est à un niveau un peu en dessus de celui-là. Et là,
c'est en bas, au niveau de la base du cœur. Du cœur. Là, sur cette coupe parasagittale, on voit les cavités cardiaques, le diaphragme et l'estomac. Ça nous permet d'éliminer une hernie diaphragmatique. Bien sûr, il faut faire des coupes parasagittales à droite et à gauche, mais la coupe qui est recommandée, c'est celle qui prend l'estomac avec le diaphragme et le cœur. Et là, c'est la coupe du périmètre abdominal avec des critères qu'on a cités tout à l'heure, à savoir la surrénale et le sinus porte, bien sûr. Souvent, on voit l'estomac qui est là. Et là, c'est la haute. Au niveau un petit peu au niveau des reins, un petit peu en dessous, donc on prend bien sûr une coupe axiale qui passe par les deux reins. Là, c'est le rachis qui est coupé en axial et on doit avoir les reins, bien sûr, coupés de cette façon. Donc, il faut prendre des coupes axiales de reins et chercher au niveau des reins et prendre cette coupe. Et bien sûr, l'étude de rachis, donc on doit suivre en totalité de la région cervicale jusqu'à la région caudale, mais à la fin, on prend juste la dernière partie là, c'est-à-dire l'embo sacré qu'on prend sur le cliché. Et on s'efforce de voir aussi, on peut étudier même le cordon médulaire, et le niveau, à quel niveau il arrive. En général, donc il arrête un peu avant, donc il au niveau rénal, en général. Donc, c'est cette coupe qu'on prend sur les clichés. Le fémur, bien sûr, on le prend, et on mesure la diaphyse, et ce cliché, elle a été ajoutée par rapport aux anciennes recommandations, et que vous voyez là, ça c'est le col. Le col, la vis doit être de ce côté, et on montre le niveau de l'insertion du placenta. Là, c'est voilà, l'extrémité inférieure par rapport à l'orifice interducal. Donc, c'est juste pour éliminer un placenta qui est bas inséré. Bien, très bien. Très bien. Donc, 13 clichés pour le deuxième trimestre qu'il faut prendre si on veut être en règle. Pour le troisième trimestre, il y a 9 clichés qu'il faut prendre. Donc, voilà, qui sont là. Donc, le PIP, le périmètre crânien, les coupes du cœur, le périmètre abdominal, les reins, le rachis et le fémur. Donc, ça, c'est les silhouettes qu'il faut prendre. Donc, il faut toujours être exigeant et chercher absolument à obtenir une image adéquate. Pour chacune des silhouettes proposées, il est indispensable de s'assurer que les images produites sont contributives et conformes aux recommandations des sociétés savantes au moment de l'examen. Sinon, il faut faire un contrôle. Donc, il faut s'efforcer toujours à avoir le plan de coupe correct et prendre le cliché qu'il faut. Et il faut prendre tous les clichés qui sont exigés dans la recommandation, que ce soit pour le deuxième ou troisième trimestre. Maintenant, on va parler des critères de qualité des clichés. Et comme vous savez, le Collège de l'échographie fœtale français, en 2017, exactement octobre 2017, il a déterminé donc, des critères de qualité et qui sont là, donc qui sont publiés sur le site. Alors, cette grille, voilà, elle est là. Donc, vous avez tous les critères de qualité pour avoir une coupe correcte qui sont là, d'accord? J'ai cité tout à l'heure, je n'ai pas cité tout, mais vous pouvez trouver tous les bons critères, soit la ligne médiane, la symétrie stricte, la présence de septum pellucidum,
la fossette ambiante, et ainsi de suite. D'accord? Le zoom, là, c'est les critères pour avoir une bonne coupe qui passe par le cervelet. Voilà. Donc les deux lobes cérébelleux et les vernis sont visibles, il faut les voir. D'accord? L'os occipital est visible. La citerne postérieure qu'on voit ici. Le zoom, il doit être suffisant. Et le cavum qu'il faut voir ici. Alors, pour la fosse postérieure, pour la coupe de la fosse par rapport au bip, regardez là, j'ai un fœtus qui a la tête en bas, le dos à gauche. D'accord? Donc, le plan de coupe, vous voyez là, c'est le plan du bip. Par contre, pour avoir, là, c'est à ce niveau, il y a le cavum, le septum pellucidum. Et pour avoir le cervelet, il suffit d'incliner un petit peu vers le bas, à peu près 15 degrés. C'est une coupe qui passe par le cervelet pour avoir la coupe de la fosse postérieure. Donc, il faut travailler sur des repères. Cavum pellucidum, au niveau du complexe antérieur, parce que le bébé est de ce côté, et là, je pivote autour de cet axe. Si je suis là, je suis sur un bip, et si je suis là, je suis sur une coupe de la fosse postérieure. Pour les reins. Alors, cette coupe est exigée dans le cahier de charge de la CNEOP, que ce soit pour le deuxième ou le troisième trimestre, et c'est une coupe qui passe par le rachis. Donc c'est une coupe axiale que vous voyez là. On voit le rachis, là c'est les deux lames postérieures, là, la colonne vertébrale, et on voit de part et d'autre les deux reins. Là c'est les pieds longs qu'on voit ici. Voilà la coupe qui est recommandée. Voilà sa silhouette. Là, c'est une coupe que j'ai prise dans mon cabinet. Et que vous voyez là, les critères de qualité, que ce soit pour les pieds longs, que ce soit pour le zoom, que ce soit les reins et la vertèbre, et le positionnement des vertèbres. Donc, la première des choses, lorsqu'on détermine, on cherche le rachis, on balance la sonde pour être sur une coupe axiale de rachis, et après, on longe. Donc, le rachis de haut en bas. Et une fois on est au niveau du rein, on prend cette coupe. Voilà, je pense, une démonstration de cet examen. Là, que vous voyez, c'est le rachis que je suis. Là, c'est le corps vertébraux. Et là, on voit les arcs postérieurs. Le revêtement cutané qu'il faut absolument suivre. Et une fois que je pivote sur le rachis, je fais une coupe axiale que vous voyez là. Et après, au niveau des reins, je m'arrête. Et voilà, et j'ai les deux reins avec les deux pilons. Donc, j'ai une coupe correcte. Et je prends cette coupe et je la fige et je la prends. Là, juste pour montrer encore une fois le balayage axial. Et on voit les reins et le rachis en coupe axiale. Mais avant, je vais vous montrer un truc très important. En balayant, on voit également les deux champs pulmonaires qu'on peut comparer, qui sont hyper écogènes. Ça nous permet aussi d'étudier les champs pulmonaires à un certain niveau. Maintenant, on va parler de notre coupe essentielle, qui est aussi obligatoire dans le cahier de charge de la CNEOF pour le deuxième trimestre. C'est la coupe nez-bouche. Alors, pour obtenir cette coupe, il faut faire une coupe frontale, comme ça, et on essaie dans un premier temps, bien sûr, de repérer les orbites, et après, on fait une coupe frontale, et on essaie d'avoir les deux narines, et après la lèvre antérieure. On peut voir même la lèvre postérieure. Et de temps en temps, on voit le bébé qui ouvre sa bouche. Mais ce qui est important, c'est d'étudier cette continuité de la lèvre supérieure, pour ne pas passer à côté d'un bec de lèvre, et que ce bec de lèvre peut entrer dans le cadre d'un syndrome
de malformation. Donc là, c'est les critères corrects pour avoir un bon plan de coupe. Et là, une petite vidéo, je vous montrer un peu les deux narines qu'on voit ici. On voit les deux lèvres et on voit cette lèvre supérieure qui est continue. Le profil, l'étude de profil est très intéressante pour chercher des anomalies. Cependant, il n'est pas recommandé dans l'iconographie à fournir, comme vous avez vu, parce qu'elle est difficile à obtenir. Mais lorsqu'on fait de l'écomorpho, lorsqu'on prend les 12 orbites, pour avoir lorsqu'on a une bonne coupe axiale sur les orbites, après on pivote à 90 degrés et on obtient ce profil. Et ce profil doit être harmonieux, ça nous permet de dédier l'os propre du nez, le palais, le menton et la lèvre supérieure, ainsi de suite. Donc, et là, il y a aussi une fontanella et ça nous permet de voir un peu le corps calleux à ce niveau. Donc là, c'est une coupe oblique et, comme je disais, il n'est pas obligatoire dans le cahier de charge. Mais toutes les femmes qui viennent en consultation pour faire des échos, bien sûr, s'ils préfèrent toujours voir son profil. C'est comme ils préfèrent également, la majorité préfère avoir une idée sur le sexe. Maintenant, on va parler de notre coupe essentielle, c'est la coupe axiale de l'abdomen, passant par le CISPORT que j'avais, donc j'ai cité tout à l'heure, mais là juste pour parler des critères de qualité dictés par le Collège d'échographie fœtale en 2017, et que vous voyez là, les critères de qualité. Bien sûr, il faut voir le sinus, le rachis, l'estomac et la surrénale, et surtout le sinus et la surrénale. Bien sûr, il faut savoir positionner les calipers à l'extérieur. Le zoom doit être suffisant. L'estomac, souvent on le voit, donc il doit être visible en principe, mais il y a des cas où il peut être non visible, mais s'il est vide par exemple, mais il faut vérifier après. Et puis les reins, il ne faut pas les voir, et les poumons non plus, sur cette coupe. Pour le rachis, comme je disais tout à l'heure, on suit le rachis en totalité, et après, on prend cette partie, voilà, on coupe la partie lambeau sacré surtout, la dernière partie. Bien sûr, il faut suivre la ligne cutanée, et puis les arcs, les deux arcs postérieurs, et puis les corps vertébraux. Bien. Et donc c'est la colonne lambeau sacré comprend. Le zoom doit être suffisant. Là, juste pour montrer qu'on doit également examiner la paroi antérieure, mais on ne prend pas de cliché sur enfin, il n'y a pas de cliché recommandé dans le cahier de charge. Mais il faut voir cette paroi antérieure et parler et regarder si l'aspect est habituel ou non. C'est là, à ce niveau, d'où vient le cordon. Donc, et sur cette convoyée-là, voilà, ça, on voit le cordon, donc il n'y a pas d'anomalie de la paroi antérieure. Et sur cette coupe, on fait des coupes parasagittales, ça nous permet de voir l'estomac que vous voyez là, le diaphragme, le cœur, et ça nous permet d'éliminer une hernie diaphragmatique. Mais là, en parasagittal. Parce que là, c'est une vidéo. Hein. Là, juste pour montrer un omphalocèle, une anomalie de la paroi antérieure, ce cliché que j'ai pris dans mon cabinet, et que vous voyez là, cette hernie qui est entourée d'une membrane, là, on voit un aspect hyper écogène, c'est des 25 grêles qui sont dans cette poche. C'était un omphalocèle. Là, c'est juste une illustration.
Et je me rappelle de ce fœtus par la suite, il avait une trisomie 21. C'est pour dire que lorsqu'il y a des anomalies de paroi de type omphalocèle, il faut chercher des anomalies chromosomiques, même si l'omphalocèle est petit. Je rappelle que cette coupe n'est pas obligatoire sur le cahier de charge de CNIOF. Mais il faut parler de l'aspect de la paroi antérieure. Ça fait partie des items à regarder. Là, c'est juste pour montrer une coupe obligatoire, une coupe essentielle qu'il faut avoir. C'est la coupe sagittale qui passe, par le thorax et l'abdomen. Ça nous permet de voir le diaphragme et l'estomac et la position de l'estomac par rapport au diaphragme. Ça nous permet d'éliminer une hernie diaphragmatique. On prend cette coupe sur des coupes parasagittales. En fait, on fait une coupe qui passe par le côté gauche et une coupe par le côté droit, et on prend le côté gauche. C'est ce côté qui est recommandé pour les clichés à prendre pour le deuxième trimestre. Bien sûr, il y a les critères de qualité que vous voyez là. Donc, il faut voir l'estomac, le cœur, voilà, on coupe là au niveau des qu'on voit ici, le diaphragme qu'on peut suivre là, et le zoom qui doit être suffisant. C'est une coupe parasagittale. Là, c'est la silhouette. Maintenant, on va descendre encore et on va examiner le thorax, et sur cette coupe thorax, il y a les coupes obligatoires, ou bien les coupes essentielles pour examiner le cœur. Alors nous avons la coupe des 4 cavités, parce que le cœur, il faut l'imaginer pour comprendre les coupes. Le cœur il est posé à plat, il a une base, et la base, en bas, il y a les 4 cavités. Donc il est presque horizontal. Presque horizontal par rapport aux côtes. C'est très important. Et on passe à travers les espaces intercostaux de façon axiale. Et une fois on est au niveau de l'abdomen, on voit l'estomac, il suffit de monter un petit peu dans le thorax et on va trouver les 4 cavités de façon presque parallèle. Donc c'est ça la technique la plus simple. On fait une translation vers la tête du bébé à partir de l'abdomen pour trouver cette coupe 4 cavités. Et une fois on trouve cette coupe de 4 cavités que vous voyez là, on peut étudier est-ce que cette coupe elle est correcte ou non. D'accord? Donc on voit là les 2 oreillettes, les 2 ventricules. Là c'est l'aorte, le rachis de ce côté. Si on fait une ligne comme ça, qui passe par le rachis et le sternum, on voit que l'axe est dévié à peu près à 45 degrés. On peut accepter plus ou moins 15 degrés. Après, on va étudier la morphologie des oreillettes et des ventricules. Il faut dire que, voilà, regardez la partie antérieure, si on fait, voilà, une ligne comme ça, la partie antérieure, il y a le ventricule droit qui est en avant. Et il y a toujours le ventricule gauche qui est en arrière du ventricule droit. Et c'est l'oreillette gauche qui est en arrière et qui est juxtaposée à l'aorte ici. Et on voit là les 2 veines pulmonaires qui viennent s'aboucher à l'oreillette gauche. Et regardez, l'oreillette droite, il est ronde, alors que l'oreillette gauche, il a un aspect presque carré avec ces cornes-là, qui correspondent aux veines pulmonaires. Et on doit avoir au moins une veine pulmonaire. La pointe est faite par le cœur, par le ventricule gauche, qui est une paroi lisse, alors que le ventricule droit, il est trapu, et il y a une bande modératrice là. Et on vérifie l'équilibre des 2 cavités, et après on va voir le décalage des valves, on verra ça, le septum primum, la valve de Wilson, c'est l'essentiel. Pour cette coupe-là, dans un premier temps, il y a des critères de qualité, d'accord? Et on doit vérifier absolument
tous ces critères de qualité. Là, juste pour montrer le cœur, il est en position intrathoracique, que vous savez. Il est dévié à gauche, légèrement dévié, donc en lévocardie. La pointe est faite par le ventricule gauche. Et le cœur, il est en dessous de l'estomac. L'estomac est à gauche, le cœur, la pointe du cœur, il est à gauche. La veine cave inférieure, elle est à droite de l'aorte. Et la fréquence cardiaque est de 130 à 170 battements par minute. Donc, la position du cœur, voilà. Donc, si je trace une ligne entre le sternum et le rachis, j'ai un cœur qui est dévié vers la gauche, avec un tiers du cœur à gauche et les 2 tiers à droite. C'est très important. Parce que s'il y a une déviation importante du cœur, il faut chercher des pathologies, surtout des pathologies pulmonaires, ou bien des pathologies, ou bien une hernie diaphragmatique qui vient repousser ce cœur, ou bien des pathologies cardiaques qui vont entraîner des déformations. Là, c'est une coupe que j'ai prise au cabinet juste pour montrer presque la même chose. Ce moment-là, regardez l'aorte, elle est là. Le rachis, on voit le ventricule droit là, le ventricule gauche. Et si je trace le ligne, c'est le ventricule droit qui est en avant, toujours en avant. Regardez ce ventricule droit qui est trapu, et le ventricule gauche qui est lisse, qui fait la pointe. Il y a ce septum primum, on voit même la barre du vieux sens, et il y a ce décalage avec la valve tricuspide qui est un peu décalée vers le bas. Il faut toujours chercher cette croix du cœur qui est très importante et chercher ce septum. L'absence de ce septum primum peut être un signe d'appel de trisomie 21 et ça permet de chercher des pathologies cardiaques. Là, je suis juste pour montrer sur le plan anatomique les différentes coupes qu'il faut faire. Ben, regardez le poumon et le cœur, c'est comme un piano, là. Il est posé à plat sur le diaphragme. Il y a ce plan, premier plan de coupe, et si on fait ce premier de coupe, on va voir les 4 cavités. Les 4 cavités avec les 2 ventricules et les 2 oreillettes. Juste à un niveau un petit peu en dessus, on va constater le départ de l'aorte. Il part du ventricule gauche et il va partir vers la droite. Et après, cette crosse, d'accord, c'est cette aorte, donc il va donner la crosse, donc il y a la côte ascendante, puis celle-là, et puis descendante. Si on monte encore à un autre niveau, on va trouver le ventricule droit qui va donner l'artère pulmonaire qui va rapidement bifurquer. Le transporte bifurque rapidement. Alors que l'aorte, il a un long trajet. Et ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas parler de l'aorte sur une coupe qu'après avoir vérifié l'aspect de l'artère pulmonaire, est-ce qu'il va bifurquer rapidement ou non, pour ne pas passer à côté de certaines anomalies, en particulier de transposition de grands vaisseaux. Donc, le trajet que vous voyez là de l'artère pulmonaire, il est antéro-postérieur. Et il y a cet enlacement, ce croisement qui est très important et qu'il faut absolument chercher à l'échographie de 2e trimestre. Parce qu'il y a des pathologies très importantes qu'il faut dénicher à temps pour préparer l'accouchement et parfois on fait des gestes pour sauver ces malades, en particulier la pathologie de la transposition des grands vaisseaux et c'est une pathologie pathologie de retour pathologique de veineux. Là, juste pour montrer, c'est des coupes étagées, ces coupes étagées. On part de l'abdomen, voilà, et après on monte et on a les 4 cavités, et après c'est les 3 vaisseaux. Je vais arrêter, juste pour montrer un peu cette vidéo. Voilà, ces coupes que j'ai prises dans mon cabinet.
Voilà. Là, je suis au niveau de l'abdomen. Vous voyez. Là, c'est le rachis. Là, c'est l'estomac. Et là, c'est le sinus portal. Donc, je suis sur une coupe du périmètre abdominal. De date. D'accord. Voilà. Là, j'ai monté vers la tête. Je suis resté axial, transversal, un petit peu, monté vers le haut. Un petit peu, avec des petits mouvements. Il ne faut pas bouger beaucoup. Parce que le cœur est petit, c'est la taille d'un noix. Donc, il faut bouger de quelques millimètres, tout en restant, sans changer, sans incliner la sonde. C'est-à-dire sans faire de mouvement plutôt de la sonde. C'est-à-dire de faire une translation. Voilà. Donc, je tombe sur les 4 cavités. Voilà. Et après, regarde, je commence à voir le ventricule gauche et je vois l'aorte qui va partir. Et après, c'est le ventricule droit qui va venir de la partie antérieure jusqu'à la partie postérieure pour nous donner l'artère pulmonaire. Voilà les 3 vaisseaux. Bien. Donc c'est une translation en commençant de la coupe de l'abdomen, en passant par l'estomac, et après on monte. Et je rappelle que l'estomac est du même côté que le cœur. Là, c'est juste pour montrer la coupe des 4 cavités. Donc voilà, et donc on voit les 2 ventricules des 2 oreillettes. Et il faut dire que les ventricules ont leur sémiologie propre et les oreillettes aussi. Donc, la morphologie des ventricules et des oreillettes est très importante. D'ailleurs, on a 2 ventricules et 2 oreillettes. Le ventricule droit, vous voyez là, parce que si je fais une coupe comme ça, elle est antérieure par rapport au ventricule gauche qui fait la pointe. La pointe du cœur est faite par le ventricule gauche qui est lisse. Par contre, le ventricule droit, il est trapu, il y a une bande modératrice à ce niveau. Et on voit l'équilibre de 2 cavités. Là, c'est le septum. Mais si on veut bien analyser le septum, il faut l'aborder de façon latérale. Parce que parfois, on risque d'avoir un aspect du disque antivisible qui peut être faux. D'accord, si on l'aborde parfois, puis là, on le voit normal. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, sur cette coupe apicale qu'on voit ici, ça nous permet de voir ce décalage qui est très important. D'ailleurs, on voit les valves mitrales et les valves tricuspides. Et les valves tricuspides sont décalées toujours vers le ventricule droit, vers la partie ici de cette partie cette partie apicale du ventricule droit. Là, on voit le septum primum, et là, on voit un bout de la valve du vieux sens qui bat dans l'oreillette gauche. Et là, si vous voyez, là, c'est les 2 veines pulmonaires qui viennent s'aboucher à l'oreillette gauche. Donc, nous avons un aspect carré, presque carré, avec les 2 veines pulmonaires. Donc, c'est bien une oreillette gauche. Nous avons un ventricule gauche lisse qui fait la pointe, et nous avons une concordance auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire une oreillette gauche qui colle avec un ventricule gauche. Et là, nous avons une oreillette droite qui est ronde, et puis un ventricule de morphologie droite avec une bande modératrice, et même nous avons un décalage. Là. Donc un décalage. Donc nous sommes devant une morphologie normale avec une bonne concordance auriculo-ventriculaire des 2 côtés. Là, on ne voit pas la veine cave qui vient
s'aboucher à l'oreillette droite parce que le plan de coupe est différent. Par contre, les vêtements là, on les voit parce qu'il y a les vêtements horizons. Par contre là, c'est dans l'autre sens, donc on ne va pas les voir. Et là, que vous voyez, c'est l'aorte descendante et toujours l'oreillette gauche est à proximité de l'aorte. À ce niveau-là, des petits traits là, on va voir l'œsophage. C'est à ce niveau qu'on va chercher l'œsophage. Donc, l'insertion atriolo-ventriculaire permet de déterminer ce décalage mitro-aortique qui est très important parce que si nous avons un aspect sans décalage, c'est-à-dire continu comme ça, alors il faut rechercher des pathologies. Et bien entendu, il faut donc vérifier cette concordance entre les ventricules et les oreillettes. Et je rappelle encore une fois que la tricuspide est décalée vers l'apex, vers le bas, là, par rapport à la valve mitrale. OK? Là, c'est juste montrer la coupe qui passe par le ventricule gauche et l'aorte. D'accord? Voilà. Donc, ça va du côté gauche vers l'épaule droite du fœtus. Donc, il faut absolument vérifier cette continuité septo-aortique. C'est très important. On peut voir mieux ici là. C'est très, très important de suivre cette continuité, de prendre ce cliché. Ça fait partie des coupes essentielles, obligatoires, de cahier de charge de la clé. Là, c'est les critères de qualité. Voilà, c'est une coupe qui passe par ordre que j'ai prise dans mon cabinet. Et que vous voyez là, le ventre gauche, et on voit cette aorte. Et on vérifie cette quantité septo-aortique. Là, c'est l'autre coupe à un niveau encore supérieur. Et on voit aisément l'artère pulmonaire qui bifurque. Là, c'est l'artère pulmonaire, l'aorte, autour de l'aorte. Et il a un trajet antéro-postérieur. Donc, il faut également voir cette coupe. Et cette coupe est essentielle, donc obligatoire. Elle doit faire partie de cahier de charge. Donc, il faut faire cette translation vers le haut en passant des 4 cavités, puis le VGA, puis l'artère pulmonaire qui va bifurquer, et après les 3 vaisseaux. Voilà, juste pour illustrer ça avec des vidéos. Regardez, je vais arrêter là, comme ça je peux contrôler ma vidéo. Là, je suis sur une coupe abdominale, je vois le sinus portal, je vois l'estomac, d'accord? Après, je monte et j'ai les cavités, cardiaques. Là, j'ai un abord du cœur par un abord latéral. Et comme vous voyez là, on voit très très bien le septum et on peut même le mesurer. On voit les 2 oreillettes et on arrive même à voir le décalage, bien que le décalage, on le voit surtout si on aborde le corps d'une façon apicale, c'est-à-dire sur un cœur double, comme on dit. Et là, on voit les valves qui s'ouvrent. D'accord? Après, regardez, je vais laisser, on va voir le départ de l'aorte. Et après, c'est l'artère pulmonaire qui vient croiser. Je reprends la vidéo, 4 cavités. Après, c'est l'artère pulmonaire. Là, j'ai allumé la couleur, juste pour montrer le croisement. On voit l'aorte, le VGA aorte, et on voit même le rouge, c'est l'aorte. Et après, regardez, à un certain moment, vous avez la coupe des 3 vaisseaux, la veine cave supérieure, l'aorte et la veine pulmonaire. Et puis, vous voyez ce V classique qui est décrit, et là, c'est la trachée. Et là, cette partie, regardez là, c'est le thymus. Et nous avons des
les trois vaisseaux. C'est que, voilà. Là, c'est juste pour montrer un niveau encore supérieur, c'est au niveau des trois vaisseaux. Regardez, vous allez voir ça. Et ce qui est important, c'est voir un peu, c'est, voilà. On voit le thymus. D'accord? Et voilà, regardez les trois vaisseaux. Et ce qui est important, il y a l'aorte, l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure, mais ce qui est important, c'est que le sens de flux de l'artère pulmonaire et de l'aorte est dans le même sens. C'est-à-dire, on a la même couleur. Là, il est abordé de l'antérieur, donc le sang, il fuit pour rejoindre l'aorte descendante, et par conséquent, donc, on le voit en bleu. S'il était abordé d'une voie postérieure, on va le voir en rouge. Et c'est la même chose. C'est question d'abord. Mais ce sens de flux est très important. Il doit être de la même couleur. Parce que s'il y a, il y a des pathologies, on peut, surtout du canal artériel et du canal artériel. Donc, et dans ce cas, on peut avoir deux sens différents et de ça, donc c'est pas normal. Donc, il faut demander, bien sûr, avis et adresser pour la patiente, pour un cardiopédiatre. Parce que là, on fait que juste du dépistage. Là, c'est juste pour montrer encore une fois ce balayage axial, par simple translation axiale de l'abdomen à la tête avec des petits mouvements de la sonde, et ça nous permet de voir l'abdomen, l'estomac, les quatre cavités, l'aorte et après l'artère pulmonaire et bien sûr le croisement. Là, encore une fois, on va parler de la coupe du fémur et surtout de la diaphyse fémorale et surtout les critères de qualité décrits par la CNIOF, plutôt par le Collège d'échographie en 2017, c'est les critères de la grille de lecture, c'est-à-dire quels sont les bons repères pour avoir la bonne coupe. D'accord? On a parlé de ça déjà, il faut prendre un fémur horizontal, donc il faut l'horizontaliser, il faut prendre juste la diaphyse, il ne faut pas prendre les épiphyses, il faut faire un zoom correct, et il doit être rectiligne, et il faut aborder le fémur par un abord antérieur. Enfin, la dernière coupe essentielle, obligatoire, c'est la coupe qui a été ajoutée en 2016 par rapport à l'ancien Keicha. C'est la coupe qui passe qui montre plutôt le segment inférieur, le col, le segment inférieur, voilà. Et on voit le rapport de placenta par rapport à l'orifice interne. Donc c'est cet espace, un écogène, vous voyez là la tête, ça c'est la que j'ai pris au cabinet. On voit la vessie, on voit ici je sais pas, non, c'est voilà, pardon. On voit la tête, on voit cet espace qui est anécogène et du liquide amniotique et le col qui est là, ici, qu'on voit ici. Et donc, on constate que le placenta n'empiète pas sur cette cavité et ça nous rassure. Donc, encore une fois, ce cliché doit faire partie des clichés à fournir dans le cadre du dépistage de l'échographie du deuxième trimestre. Et là, c'est tous les critères de qualité qu'il faut avoir pour avoir un plan de coupe correct. En conclusion. Donc, en conclusion, l'échographie de dépistage, c'est un examen qui n'est pas obligatoire, mais qu'on peut proposer aux patientes et on doit avoir le consentement pour le faire.
il y a des objectifs à respecter. Donc, il y a un cahier de charge et il y a un nombre de coupes qu'il faut exécuter et il faut les prendre correctement. Donc, il faut respecter les critères de qualité qu'on a vus ensemble. Pour avoir tout ça, il faut s'entraîner de façon régulière. Et surtout, il y a une nécessité de formation, non seulement initiale, mais aussi continue, pour évoluer. Et c'est avec la courbe, on apprend avec la courbe d'apprentissage. Le matériel doit être de bonne résolution, bien réglé et bien entretenu. Et n'oubliez pas qu'il y a un impact médico-légal de contrôle écrit. On est responsable de ce qu'on écrit, donc il faut, et ce qu'on fait. C'est-à-dire, s'il y a un cahier de charge, il faut le respecter, il faut mettre tous les coupes. Si on n'a pas quelque chose, on dit qu'on n'a pas vu, on peut demander un avis, il n'y a pas de problème, il faut concerter, on fait des pissages, il y a des chambres de sang qui font le diagnostic, et il y a les cardiopédiatres, donc il ne faut pas hésiter à travailler ensemble et en réseau pour faire du bon travail, pour servir le citoyen et la patiente. Et enfin, surtout, ne pas oublier l'importance du dialogue et de l'écoute avec le couple. Et je vous remercie. Et là, quelques références que j'ai utilisées pour faire le topo. Merci. Merci, docteur Achibet, pour cette présentation qui a certainement intéressé plusieurs médecins. On était à plus de 300 médecins. Merci à tous les médecins qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà, on attend toujours les questions. On n'a pas beaucoup de questions encore. Il y a une question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre parce que je pense que c'est une formule. Donc, la formule de Hadlock. C'est quoi la formule de Hadlock? C'est une formule qu'on peut trouver sur les bouquins, mais on ne peut pas prendre cette calculer. L'application est intégrée sur les échographes et cette application qui est intégrée pratiquement sur tous les échographes récents, ça nous permet, à partir des 3 paramètres, la longueur fœtale, le périmètre crânien et le périmètre abdominal, ça nous permet de nous donner le poids estimé. Bien sûr, il y a une marge d'erreur qu'il faut noter sur le compte rendu qui est environ de 10%. Et la formule, c'est une formule qui est mathématique, donc, et c'est l'application qui fait tout ça. Hein? Oui. Merci, docteur Achibet. Alors, une question, s'il vous plaît, la coupe du sexe du bébé n'est pas obligatoire. Est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? La coupe du sexe n'est pas obligatoire, mais il faut voir les sexes aussi. Hein. D'ailleurs, il est demandé dans la majorité presque toutes les patientes. Mais il y a aussi des pathologies qui sont en rapport avec le sexe. Par exemple, si vous constatez un kyste, une image kystique pelvienne chez un fœtus de 30 semaines, par exemple, alors il faut absolument voir le sexe. Ça peut être un kyste ovaire. Hein? Donc il faut allumer également le Doppler pour voir la part de la vessie par rapport à cette masse liquidienne. Mais si c'est une fille, ça va nous orienter vers peut-être un kyste ovaire et une méga vessie encore chez un garçon. Aussi, ça pourrait orienter vers des pathologies de l'urètre postérieur. Mais toujours est-il, le sexe n'est pas obligatoire sur les couples, mais il y a aussi des pathologies liées au sexe, donc il faut absolument chercher le voir. Donc on le demande, on voit pratiquement tout, mais il y a sur les couples essentielles recommandées, c'est les couples où on est responsable de les faire, ils doivent figurer sur le compte rendu, c'est les couples que j'ai cités. Mais parmi les items, on nous demande de voir l'aspect de ça, de paroi antérieure, beaucoup de choses, et qui ne comprend pas du tout. Par contre, si on constate une anomalie sur un organe, dans ce cas, on doit prendre le cliché et le mentionner et l'ajouter. Voilà. Alors, une question sur les coupes du cerveau. Il y en a eu 3.
Oui. Il y a un médecin qui n'a pas compris une sur le périmètre, pour mesurer le périmètre crânien, et la dernière. Sur le cervelet, la dernière. D'accord. Donc, Merci. je vais revenir un petit peu en arrière. Vous voyez mon écran? Vous arrivez à voir l'écran? Oui. OK. Voilà. Alors, je vais revenir sur une coupe. Alors là, regardez. Bon, ça, c'est des silhouettes, des clichés fournis au deuxième trimestre. D'accord? Regardez là. Là, c'est la coupe du bip. On pose le curseur au milieu de la table, et au milieu de la table, bon, parce qu'on utilise les courbes milieu de CFEF, les courbes de croissance de collège. Là, c'est la recommandation de la CNEOF. Mais on peut mettre extérieur si on utilise d'autres courbes de croissance. Hein. Alors là, c'est un niveau entre le septum pellucidum et il faut avoir la fossette ambiante. D'accord? Alors je vais chercher la coupe que je voulais vous montrer pour j'ai compris peut-être la question. Voilà, juste parce que j'avais un schéma que je voulais montrer. Voilà. Regardez. Là, nous avons l'encéphale. D'accord? Et là, la tente de cervelet, vous avez le cervelet là. Si la coupe passe par là, par le cervelet, c'est pas la coupe du bip. Ça, c'est clair. C'est pas la coupe du bip, c'est une coupe, c'est le plus grand axe, mais qui passe en dessus du cervelet. En dessus. Donc, il faut avoir ce repère-là qu'on appelle c'est le cavum du septum pellucidum. Hein? Là, c'est la partie caudale du corps calleux. Là, c'est la partie antérieure, c'est le septum. Et là, juste en dessus, là, il y a cette cavité-là. Et là, il y a la fossette ambiante, là. D'accord? Et ça passe pas. Par contre, si la coupe est faite comme ça, c'est une coupe qui passe par le cervelet. Regardez, là, ici, c'est la fossette ambiante. On ne voit pas le cervelet. Donc, c'est bien au-dessus du cervelet. Par contre, sur cette coupe-là, on est juste au-dessus du cervelet, mais à la base de la cavité, on passe par l'ophonix. Là encore, c'est pas le bon repère, mais c'est pas loin de la coupe du bip. Mais la coupe du cervelet, c'est une coupe qu'on prend comme ça. On prend ce pivot de septum et on incline vers le bas de 15 degrés et on tombe sur le cervelet. Voilà, je vais vous le montrer. Là, voilà. Là, on voit le cervelet. Voilà les lignes médianes. On a toujours la cavité de septum pellucidum, mais on a le cervelet et la fossette rétrocérébelleuse. Mais on ne voit pas là, je suis incliné, c'est-à-dire que cette coupe, elle passe en dessous de la tente du cervelet. C'est-à-dire qu'il passe par le cervelet. Je ne sais pas, alors je vais... Voilà, encore une fois, la ligne médiane, le septum pellucidum, les deux thalamies, et là, je ne vois pas de cervelet. Donc, c'est une coupe qui passe en dessus du cervelet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bien. Oui? Vous m'entendez? Oui, alors excusez-moi, la question suivante, c'est merci pour la reprise, Dr Achibet. Donc la question suivante, comment reconnaître l'oligoamnios ou l'hydraamnios? Alors pour l'évaluation du liquide amniotique, il est subjective, il fait partie des items, je l'ai dit, d'accord? Alors qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'évaluation est subjective lorsqu'il y a un excès de liquide pour un examinateur entraîné en général. Il constate un bébé qui est bien vu, on constate qu'il y a un excès de liquide. Et dans ce cas, on peut calculer, on peut faire soit l'index amniotique, c'est-à-dire on prend les 4 quadrants et on mesure les 4 citernes, et dans chaque citerne, il ne faut pas qu'il y ait de membres ou de cordons qui passent.
et on fait le total des 4 quadrants. Ou bien, la formule la plus simple, c'est voir la plus grande citerne, c'est-à-dire on examine les 2 citernes en haut et en bas, et celle la plus volumineuse, on mesure. Si elle dépasse 8 cm, on est devant un hydramnios. Bon, il y a un excès de liquide, et surtout au-delà de 9-10, il y a un hydramnios. Voilà, et qui dit hydramnios, il faut chercher toutes les causes. Donc il faut chercher les causes, donc il faut voir, faire une morpho, étude digestive, ainsi de suite. Voilà. Oui. Alors, je pense que ça va être une dernière question. On l'a avant-dernière, il y a une qui vient d'arriver. Si on trouve que le placenta est bas inséré au 2e trimestre, il va obligatoirement le rester au 3e trimestre? Bon, alors donc il faut faire la part d'un placenta pas inséré et un placenta recouvrant. Donc, et lorsqu'on veut, donc au 1er trimestre, même si on constate un placenta pas inséré, c'est-à-dire proche de l'orifice du col, souvent il a tendance à monter et par la suite, il n'y a pas de problème. Et on peut toujours chiffrer l'espace entre l'orifice interne du col et l'extrémité inférieure du placenta par voie endovaginale. D'accord? Alors, si la distance est inférieure à 2 cm, on parle de placenta pas inséré. Mais parler d'un placenta recouvrant, il faut vraiment que ça recouvre tout le col, et surtout avec l'avancement de la grossesse, par la suite ça cède, et là c'est une autre histoire. Par contre, la position du placenta est très importante, et surtout l'étude de l'extrémité supérieure du placenta. Lorsqu'on commence l'écho, on repère le placenta, on essaie de chercher le pôle supérieur, l'extrémité supérieure. Et là, on peut prendre le terrestre divisé en 4 quadrants. Lorsqu'il est dans le quadrant supérieur, là, l'orifice, on peut dire que c'est rassurant. Par contre, s'il est dans le quadrant inférieur, l'extrémité supérieure, ça peut nous inquiéter. Et dans ce cas, si le placenta est bien inséré et recouvrant le col, bien sûr, cette patiente, il faut absolument l'adresser, demander avis et l'adresser pour les spécialistes compétents dans la matière. Voilà. Merci, Dr. Chibès. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic de l'atrésie de l'œsophage? Alors, pour l'atrésie de l'œsophage, oui. Bon, le diagnostic de l'atrésie, on peut la suspecter lorsqu'on n'arrive pas à avoir un estomac. Hein. Lorsqu'on fait la coupe de date, diamètre abdominal transverse, on cherche pour calculer le périmètre abdominal, il faut absolument voir la surrénale et les sinus portes. Et pratiquement toujours, on voit l'estomac, à moins dans des cas exceptionnels, il peut être vide. Mais on peut contrôler. Mais s'il est toujours, tout le temps, il est vide, c'est pas normal. Par contre, on suspecte, on voit cet estomac qui dure, peut-être on peut suspecter une atrésie de l'œsophage, et dans ce cas, on va chercher à repérer l'œsophage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'œsophage, on peut le voir à l'échographie, mais il faut chercher. Donc, l'œsophage, c'est 2 petits traits hyper échogènes qu'on trouve à proximité entre l'oreillette gauche. Donc, il faut savoir reconnaître la morphologie de l'oreillette gauche. Donc, c'est souvent un fond qui est aplati et qui reçoit les veines pulmonaires, et vous avez l'aorte descendante et vous avez le rachis, et entre les deux, c'est là où passe le rachis. Alors donc, lorsqu'on repère ce rachis, on va pivoter autour de ce spot, et on va essayer de suivre ce rachis qui va nous montrer 2 traits linéaires postérieurs, et lorsqu'il est intrisé, on peut voir des dilatations au niveau de cet œsophage. Il y a la trachée et il y a l'œsophage, et qu'on peut voir. Et dans ce cas, bien sûr, lorsqu'on va voir ça, parce qu'on fait que des dépistages, si on arrive à le voir, parce que c'est pas évident, malgré tout ce que je vais vous expliquer, il faut vraiment s'entraîner, avoir de bonnes machines et bien sûr pratiquer beaucoup pour peut-être repérer ces anomalies qui sont difficiles à voir. Bien sûr, il faut demander avis. Sur la mousse, on constate un estomac qui est vide, ou bien une image anéchogène dilatée à côté de postérieur là,
suspecte et il faut demander avis et l'envoyer vers un centre de référence pour le diagnostic. Voilà. Voilà, il y avait une question. Voilà, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'on peut faire le... Non, ça on l'a fait, excusez-moi. Une question que j'ai perdue. Mais je pense que on va devoir clôturer. Il y avait une dernière question que je cherchais, mais je la trouve plus. Voilà. Le fait de mesurer le cervelet peut nous orienter vers quoi en cas d'anomalie? D'accord. Donc, le cervelet, la mesure n'est pas, comme vous voyez, donc il n'est pas dans la recommandation. Mais souvent, on le mesure, surtout si... Mais une chose est importante, il faut prendre la bonne coupe de cervelet, parce que si on ne prend pas une coupe vraiment axiale avec les bons repères, on risque de créer des anomalies, soit une atrophie d'un hémisphère cérébelleux ou bien une fausse image. Donc il faut s'assurer que, voilà. Et la pathologie de cervelet, bien sûr, il y a le vermis cérébelleux, il y a la citerne cérébelleuse, donc s'il est épais, c'est derrière, il faut voir la présence ou l'absence du vermis. Et n'oubliez pas que derrière, plutôt en avant de vermix, il y a le quatrième ventricule aussi, et qu'on peut repérer en avant du vermix. Donc, la pathologie cérébelleuse, toutes les pathologies de fosse postérieure, si on constate une anomalie au niveau de la biométrie, bien sûr, il faut demander un avis diagnostique. Et c'est pas aussi, mais avant, je pense, 18 semaines, voilà, en général, la mesure de cervelet pourrait correspondre à la biométrie, mais il y a aussi la biométrie de cervelet qui nous permet aussi de nous aider parfois dans la datation. Mais il y a même des tables avec des mesures de cervelet, mais c'est surtout avant 20 semaines voilà, que ces mesures-là pourraient correspondre à la biométrie. Après, ça change. Voilà. Voilà, donc notre session touche à sa fin. Merci, Dr Achibat. Vous étiez très explicite et ça se voit à travers l'intérêt des médecins. Désolée pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, mais je pense qu'on a répondu à une grande majorité. Et on se donne rendez-vous lors de la prochaine session qui sera, Inch'Allah, organisée le 27 mai autour de l'apport de l'échographie dans l'infertilité du couple. Donc, soyez au rendez-vous et à la prochaine. Je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer, Dr Achibas. Donc, encore une fois, je remercie tous les participants qui se sont associés avec nous à cet exposé. Et je vous remercie également, je remercie le laboratoire Abbott pour leur soutien. Et encore une fois, bon ramadan à tous et à bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, docteur. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.